effectivement, moi j'ai l'impression que j'ai cette image que quand tu es dans le monde agricole, tu es seul. Alors à deux ou en couple, mais tu es Ouais. seul. Mais c'est pas le cas en fait, Eh de ben ce que je non. comprends. Ouais, en fait, je pense que j'étais plus seule dans l'open space derrière mon écran d'ordinateur que je ne Ah le ouais. suis aujourd'hui. Ouais. Ok. Et ben, en fait, je suis contente d'avoir été jusqu'au bout de ce rêve, presque. Enfin, presque, oui, d'avoir expérimenté jusqu'au bout. Euh, en. Comment dire, en mettant de côté tout ce qu'on peut vous dire quoi, en début de projet. Eh bah Mélanie, bienvenue sur le podcast Pourquoi. Merci. Avant de commencer, je tiens à remercier Franck Hamel, qui nous a mis en contact. Ce que je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer, c'est que tu me demandais comment j'avais connu Franck. Bah, Franck, je l'ai connu à travers le podcast et pour avoir un peu recherché un photographe culinaire. Ouais. Et la question traditionnelle que vous n'entendrez jamais, vous chers auditeurs, mais que je pose très souvent aux personnes à qui j'échange lors de ces podcasts, et que tu entendras sûrement à la fin du podcast de nouveau, c'est de savoir s'ils ont des recommandations, des personnes vers qui je pourrais me tourner pour échanger dans le cadre de Pourquoi. Et le premier nom qui m'a sorti, c'est le tien, avec une autre chef culinaire cette fois-ci. Ok. Voilà, mais il m'a dit, cette personne, Mélanie, va voir, très intéressante, une activité de maraîchère, voilà, avec une vie antérieure avant. Ouais, donc merci, il a un Franck. peu piqué ma curiosité. Et donc je tiens à le remercier. Franck, si tu écoutes cet épisode, merci beaucoup. Merci aussi. Comment vas-tu, Mélanie ? Bien. Ouais, bien. Bon, bah super. C'est ta première expérience de podcast, je crois. C'est la première. Ouais, tout à fait. Content d'être ton premier podcast, en tout cas. Et réciproquement. Et bah, avec grand plaisir. J'ai envie de te demander de te présenter. Qui es-tu, Mélanie ? Que fais-tu ? Grande question. Grande question, ouais. Alors, qui je suis en tant que personne. Comme tu veux. Je te laisse te présenter. Souvent, c'est intéressant l'angle par lequel on se présente. Oui, là, ça demande un certain exercice. Oui. Alors, je vais te dire que je suis quelqu'un de touche à tout. Enfin, Okay. En fait, j'ai un besoin constant d'être nourri intellectuellement. Et de canaliser cet intellectuel par le fait de travailler avec mes mains. Ok. Ouais. Ce pourquoi j'en suis arrivée au maraîchage, en fait, c'est que je trouve par cette activité un moyen de canaliser mon mental qui peut s'avérer hyper puissant et de mettre cette énergie au service de choses intellectuelles, mais via d'autres activités. Du coup, ça m'équilibre beaucoup. Et j'aime le lien à la nature, tout ce que ça m'apporte. J'aime les arts, la créativité. Et pour moi, la seule activité de maraîchage aurait sans doute été compliquée parce que même si c'est une activité aussi intellectuelle, je veux dire, elle m'apporte beaucoup. Quand je fais les mains dans la terre, en fait, j'ai l'impression que tout se fluidifie et que je peux mettre au service... Enfin, j'ai des idées qui émergent et du coup, je peux aussi les mettre au service d'autres choses. Quoi. Ce qui est intéressant et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, tu as associé deux mots qui est travail intellectuel et maraîchage. Ouais. Alors tu n'hésites pas à me reprendre sur les termes de maraîchage parce que je suis pas... ça m'arrive de gratter la terre régulièrement, mais bon, voilà, j'ai pas les termes. Okay. Je suis un novice, on va dire ça comme ça. Et de premier abord, en fait, on pourrait dire que c'est deux aspects complètement opposés. Ouais. Parce que justement, tu as dit intellectuel, travailler la terre, c'est des choses manuelles. Ouais. On pourrait se dire, en fait, ça ne fit pas. Mais ça l'est, en fait. Ah, complètement. Enfin, et j'ai envie de dire tellement, en fait. Tellement, ouais,
j'ai des espaces, quand je suis reliée à la Terre, j'ai des espaces qui se libèrent, je sais pas, dans mon cerveau et qui me permettent de sortir rapidement une idée ou un projet sur lequel je dois travailler, mais de manière un peu plus intellectuelle. Et du coup, j'y trouve mon compte terriblement. Et d'ailleurs, il y a je sais pas si tu connais, une association qui s'appelle les Cueilleurs Slasheurs. Non. Qui œuvre pour mettre en relation des personnes qui ont des métiers dans l'informatique ou voilà, des métiers de bureau en fait, et qui ressentent aussi ce besoin d'aller vers des travaux manuels. Et c'est une association en fait qui permet à des personnes de se créer un mi-temps par exemple sur la production de fleurs et puis avoir un autre mi-temps sur l'informatique, puisqu'on sait que les métiers de la terre rémunèrent très mal et du coup ça crée un équilibre en fait entre les deux activités. Okay. Et sans le savoir en fait, ce que j'ai mis en place se rapprochait de cette vision. Ok. Et c'est aujourd'hui vous êtes en relation avec l'association ou vous travaillez ensemble? Non, j'ai une amie qui est en relation avec cette association et qui m'en parle de temps en temps. Ouais. Elle dit c'est rigolo, en fait t'as mis ça en place, comme ça et je trouve ça hyper intéressant. Parce que, du coup, je continue. Ben vas-y, je t'en prie. À un moment où beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite et qu'on se retrouve avec des exploitations agricoles énormes, en fait, c'est aussi permettre de scinder ces espaces et de pouvoir y installer de multiples activités plutôt que de faire de la monoculture. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant. Oui, parce que de ce que j'ai compris, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs effectivement qui partent à la retraite prochainement, dans les 5-10 prochaines années, je crois. Complètement. Et qu'aujourd'hui, il y a peu de... Il y a une relève, mais c'est pas assez conséquent. Oui, complètement. Ou alors, ce sont des grosses structures qui vont absorber ce patrimoine qui va être disponible. Et du coup, là, l'idée, c'est de relier... c'est de décloisonner en fait. On a toujours décloisonnement entre les gens de la ville, les gens de la campagne, les vieux, les jeunes, etc. Là, l'idée c'est de décloisonner et de faire en sorte que on soit, pour ceux qui le souhaitent en fait, qu'il y ait une partie de nous qui soit reliée au sol. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à te reconnecter, je vais le dire, à la terre justement? Alors. J'avais un lien indirect à la terre, parce que en fait, j'ai fait des études en communication et j'ai obtenu un emploi dans la communication culinaire. C'est de là que j'ai pu rencontrer Franck. Okay. Et donc c'était, mon métier en fait, c'était de valoriser les produits en cuisine, les produits laitiers dans un premier temps et ensuite de manière plus large. Donc il y a une partie de moi qui était contente parce que j'avais ce lien indirect à la terre, et notamment avec des missions avec Franck, il fallait aller chercher pour des shootings le plus beau kiwi, le plus beau, la plus belle framboise, voilà, pour un shooting. Et ça me plaisait beaucoup. Et puis à un moment où trop de pression de toutes parts, en fait, ont fait que j'ai fait un burn-out. Et que ça a été des années très très difficiles, et que pendant ces années où il a fallu se relever, en fait, l'agriculture m'est revenue en pleine figure, parce que j'ai toujours voulu être agricultrice, et que oui, le lien à la terre était très important, mais dans le sens où il était temps pour moi de retourner la toucher. Parce que faut expliquer aussi... qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, et je te laisserai me reprendre, c'est que non seulement ton lien aussi indirect avec la terre, c'est que tes arrière-grands-parents, tes grands-parents étaient dans ce milieu-là déjà. Oui, c'est ça. Qu'il y a eu une rupture à un moment au niveau de tes parents. Oui. Mais que toi, tu as dû connaître quand même ce monde, en fait. J'ai connu ce monde, j'ai connu, c'est ce que je dis parfois, l'odeur de la stabule, on était petits, on était dans l'étable, donc l'odeur de l'urine des vaches, voilà, c'est des choses qui m'ont imprégné énormément. Et ce sont des gens qui vivaient
Enfin, pour être précise, en fait, j'ai eu un papa et une maman dans le milieu ouvrier, salarié, enfin, des bureaux aussi, qui ont subi parfois des modes de management un petit peu compliqués et qui rentraient à la maison avec tout ça, cette lourdeur. Et nous, quand on allait les mercredis vacances scolaires chez papy et mamie, qui étaient encore en activité, en fait, ma grand-mère, je la voyais emmener ses vaches au champ en sifflotant, nous prendre par la main, aller cueillir des jonquilles et des noisettes. Enfin, ouais, c'était juste... j'avais une sensation de liberté avec eux parce qu'ils géraient leur entreprise et parce qu'ils étaient ultra connectés, sans doute, et sans avoir de hiérarchie au-dessus d'eux, qui me faisait complètement rêver. Et donc, quand j'ai fait ce burn-out, je me suis dit, bah mince, en fait, je suis en train de reproduire ce que Enfin, mes enfants sont en train de voir ce que j'ai vécu avec mes propres parents. Et là, c'était plus possible, en fait. Je pouvais pas, réitérer cette chose. Et comment... est-ce que ça a été un long process, ce basculement, de dire « Ah, je vais revenir à la tête » ou ça a été un déclic? Pendant le burn-out, ça a été un déclic, c'est clair. Je savais précisément... mais on le sait tous, en fait, le contexte faisait qu'on avait des enfants en bas âge, on venait de faire construire une maison, et qu'il fallait... Enfin, j'étais envahie de peur à l'idée de ne pas savoir où j'allais, en fait. Et du coup, j'ai fait mon burn-out en 2013... Et j'ai quitté mon emploi en 2019. Donc, il s'est passé 6 ans où j'ai tiré... Enfin, je me suis maintenue dans cet emploi tant bien que mal, mais avec 6 années, en fait, de cheminement pour se remettre sur pied et puis se dire, à un moment, c'est bon, on arrête. Il y a quand même Donc, tu as, entre guillemets, pris la décision de retourner à la Terre durant le burn-out, mais T'as eu 6 ans de tampon pour gérer, on va dire, le côté personnel. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi gérer le côté professionnel, c'est-à-dire tu as dû refaire une formation, des choses comme ça peut-être? Oui. En fait, j'étais à 80%, donc sur la fin, sur la fin de ce temps au travail, en fait, je me suis rapprochée de structures comme les CIVAM, Accueil Paysan, etc., qui m'ont... j'ai participé à des formations sur mes temps libres. Et puis, à partir de là, donc j'ai fait des visites de ferme, les valeurs me plaisaient beaucoup, je m'y retrouvais beaucoup dans ces associations. Et ensuite, je me suis inscrite, j'ai fait un BTS en production horticole et maraîchage biologique à la MFR de Saint-Grégoire. Ok. Ouais. Super. Ouais. Et qu'est-ce que ça... Quel a été le moment, alors, le déclic de vouloir faire ça? C'est clair. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait te dire au bout de 6 ans, ok, c'est la période, c'est la fin du BTS, ou t'as commencé avec le BTS? Oui, j'ai fait les formations avec les CIVAM avant, et ensuite j'ai fait le BTS, et puis j'ai été voir mes grands-parents, je leur ai demandé si c'était possible de gratter la terre là où mon grand-père le faisait, et son corps ne lui le permettait plus, donc il était hyper heureux en fait que face à sa fenêtre, sa petite fille gratte le sol qu'il a tant gratté. Et oui, et petit à petit, en fait, j'ai installé des choses. Okay. C'est un sentiment que j'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup dans les histoires, de ce sentiment de transmission dans le côté paysan, de dire mon fils, ma fille, mon petit-fils, mon petite-fille reprennent l'exploitation, ou une partie de l'exploitation dans ton cas. Alors que c'est des choses qui sont pas très présentes. Alors moi je retrouve un peu du côté entrepreneurial, mais j'ai envie de dire le côté paysan, c'est aussi un côté entrepreneurial parce que tu dois créer une boîte pour exploiter. Oui. Donc, mais on retrouve pas ça beaucoup moins dans le côté salarié où c'est vrai. Où se dire moi je suis mécanicien, j'ai envie que mes enfants soient mécaniciens. Bon, c'est pas le plus souvent. Toi, tu attribues à quoi un peu cette filiation, cette fierté de transmettre quelque chose? Je pense que comment dire, alors les agriculteurs ont
pas beaucoup de temps libre, mais on a passé beaucoup de temps avec eux dans la nature, le temps qu'ils travaillaient en fait. Et je pense que ça crée un lien indirect. Et puis cette liberté de construire sa journée un petit peu comme on le souhaite, en se disant, là j'ai mes petits-enfants, à 16h, je vais leur préparer le goûter. Et puis après, c'était la liberté en fait, on était complètement autonome sur la ferme, mais de les voir travailler et en fait, ils nous ont transmis tellement de choses que je sais pas l'expliquer en fait, ça fait partie du sang qui coule dans les veines ou ouais, il y a un truc qui est transmis par eux, qui est aussi un retour à l'essentiel. Enfin, c'est l'essentiel, en fait. Et quelle a été ta première réussite une fois que tu t'es installée ? Et après, j'aimerais bien qu'on revienne sur comment tu t'es installée, le temps que ça a pris et de ça. Parce que c'est aussi vachement intéressant. Mais quelle a été ta première réussite une fois que tu étais installée ? Le truc que tu t'es dit, ah là, je suis satisfaite. Là, je suis satisfaite. Alors, le premier truc... ça a été, je pense, de retrouver une émulsion en fait autour de ce projet. C'est-à-dire que seule, c'était hyper compliqué. Monter les desserts toute seule, c'était juste impossible. Et en fait, tous les copains, mes parents, tout le monde se sont, comme une grande famille en fait. Se sont retrouvés autour de moi et le samedi, tout le monde était là pour me donner un coup de main, tout le monde m'a aidé. Ça n'a pas du tout été un projet individuel, ça a été un projet collectif, alors qu'il est individuel puisque c'est moi qui travaille dessus. Et ouais, pour ça, je les remercierai toujours, quoi. Et je sais que, ouais, ils sont tout le temps là, ils ont toujours été là, et je trouve ça incroyable. C'est devenu un projet, oui, collectif et solidaire, quoi. Ce qui est effectivement super sympa, parce que c'est ça souvent, j'ai envie de dire, tu as évité peut-être le principal écueil de l'entrepreneuriat, qui est la solitude. Ouais, de se retrouver seul. Donc c'est top. Ouais, et ça a été, au-delà de la partie culture, ça a été la plus belle réussite. Ok. Quand tu parles, ça a été la plus belle réussite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es dans un environnement collectif. Comment ça se passe ? Parce que je pense que tu l'as compris et les auditeurs l'ont compris, c'est pas mon domaine. Moi, je découvre un métier que j'adore découvrir ça. Mais tu vois, je vais te donner mon niveau d'inconnaissance dans la chose. C'est que tu me dirais, ok, quelle est la journée typique d'un maraîcher ou d'un éleveur. Alors j'ai quelques connaissances dans le sens où j'ai déjà été avec des présentes expériences dans des fermes voir ce qu'ils font, notamment pour filmer, parce que j'avais une entreprise pour filmer, mais je serais bien incapable de dire toutes les tâches qu'il y a à faire. Alors je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire, ça c'est sûr. Mais effectivement, moi j'ai l'impression que j'ai cette image que quand tu es dans le monde agricole, tu es seul. Alors à deux ou en couple, mais tu es seul. Mais c'est pas le cas en fait, de ce que je comprends. Ouais, en fait, je pense que j'étais plus seule dans l'open space derrière mon écran d'ordinateur que je ne le suis aujourd'hui. Ouais. Ok. Vraiment. Alors, c'est sans doute différent pour plein de gens, mais non, je suis jamais seule entre les très très chouettes clients qui viennent récupérer leurs produits à la ferme ou que je vais livrer sur Rennes, qui me dédient toujours un moment d'échange, entre mes parents qui passent, les copains qui passent à l'improviste ou les copines en burn-out qui se disent j'ai besoin de venir te voir et de tripoter la terre avec toi. Je suis jamais toute seule. En fait, cette solitude-là, je la connais pas. J'ai cette chance-là. Ce qui est fou de comparer un open space où, je pense que la plupart des auditeurs vont connaître, c'est un grand espace où tu es entouré de gens. Et alors que là, tu es dans un espace sûrement grand. 2 hectares alors, 2 hectares dispo, mais qui me servent surtout à l'accueil pédagogique. Donc, centre de loisirs, école, etc., qui souhaitent venir. Mais je cultive 5000 mètres carrés.
ce qui est grand. Pour moi toute seule, ouais. Ce qui est grand, donc... Enfin, tu vois, le sentiment de solitude par rapport à la placement des gens, c'est... Moi, je trouve ça fou, mais bien fou positif, tu vois. Ouais. Donc, et vraiment, enfin, c'est... Et tu me disais que tu cultivais 5000 lettres, tu t'es mis à cultiver directement 5000. Comment ça s'est passé? Parce que tu vois, tu me parles de choses pédagogiques. Bien sûr, quand je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'actions. Ouais. Comment tu as construit le projet? Comment tu as un peu fait évoluer ce projet? Replonge-nous dans les débuts du projet de la ferme Petit Jean. Ouais, alors... Papy Jean, excuse-moi. Pas de souci. Donc j'ai commencé par me tester sur cette petite parcelle, le potager de mon grand-père, sur laquelle on a installé une serre. En fait, cette serre, on l'a installée parce que un de mes anciens collègues, qui était conseiller culinaire dans la structure où je travaillais, a monté son restaurant. À l'âge de 57 ans, en fait, il a quitté la structure et il a monté son restaurant. C'était un rêve qu'il avait et je trouvais ça trop chouette. Original. Et peu de temps après, en fait, il a obtenu une étoile. Ah oui. Ouais. Ah oui, donc... Ouais. Et quand il a su que je me reconvertissais vers le maraîchage, en fait, il a souhaité que je sois sa maraîchère. Okay. Donc, du coup, je pense qu'il m'a aidée sur plein de choses, en fait, à lancer cette activité où je pouvais avoir des peurs. En fait, il m'a sécurisée puisqu'il m'a proposé un mi-temps mais salarié, c'est-à-dire que j'étais une maraîchère salariée à mi-temps du restaurant. Et puis ça m'a lancé, donc tous les deux on a acheté une serre chacun, et puis j'avais une toute petite parcelle en plus à côté, et donc toute seule j'ai commencé à travailler sur ces deux petites parcelles. Et puis à un moment il m'a dit c'est hyper chouette, mais en fait j'ai besoin qu'on produise encore plus. Et je dis ok, mais moi je voulais qu'un mi-temps sur le maraîchage parce que je me suis reconvertie, j'avais 39 ans, et qu'un temps plein en maraîchage, passé 40 ans, en fait, je voulais pas me mettre en difficulté. Et du coup, j'ai un ami qui nous a beaucoup aidé justement au montage des serres, etc., qui avait repris la même formation que moi à l'époque, et je lui ai proposé, s'il le souhaitait, de le rencontrer et pourquoi pas de travailler à deux avec un temps plein pour le coup, chacun à mi-temps. Et du coup, on a récupéré une plus grande parcelle. Donc là, on a monté une serre encore plus grande. Et on a commencé à investir, parce qu'investir à deux, c'était plus facile que toute seule. Du coup, on a acheté... j'ai pas de tracteur, je suis très peu mécanisée, mais on a quand même acheté un petit motoculteur. Et puis, on a commencé à déployer le projet. Ok. Et puis 1 an plus tard, en fait, le restaurant était en difficulté, on a été licenciés, et puis il a fallu recréer un nouveau modèle économique. Ok, donc là tu passes de mi-temps salarié à mi-temps entrepreneur. Complètement indépendant. À 100% entrepreneur, en fait, parce que sur l'autre mi-temps qui était disponible, en fait, j'ai rencontré une structure qui me plaisait beaucoup, en fait, au même titre que les CIVAM ou Accueil Paysan, qui est une coopérative d'entrepreneurs qui s'appelle Élan Créateur. Et en fait, j'avais le mi-temps pour ce restaurateur, et l'autre mi-temps était porté par la SCOP Élan Créateur. Et elle couvrait mes activités d'accueil social et pédagogique. Et puis, comme j'étais dans la communication culinaire, j'ai conservé quelques missions de communication. En production de contenu, photos et textes. Et, et du coup, je trouvais mon équilibre. Et puis, quand ça s'est arrêté, du coup, Élan Créateur porte aujourd'hui l'ensemble des activités. Maraîchage. Donc, tu as un statut d'entrepreneur salarié. D'entrepreneur salarié, d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'on porte tous... on est plusieurs entrepreneurs. Donc, il y a des paysagistes, des psychologues, des formateurs, etc. On porte tous le numéro tiré d'Élan Créateur, mais au sein de la coopérative, on a chacun nos petites entreprises. On œuvre tous pour, c'est pour l'économie sociale et solidaire.
Donc en remettant l'humain au cœur de l'économie et non pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, donc toutes les activités sont chez Elan. D'accord. Ouais. Je connaissais pas du tout ce mode de fonctionnement. C'est top. Oui, c'est top. Et c'est d'autant plus super que voilà, en fonction de notre chiffre d'affaires, en fin du mois, on se verse un salaire avec une fiche de salaire. C'est-à-dire qu'on est à la fois couvert, voilà, on cotise à la retraite. Ouais, exactement. Ça a pas mal d'avantages, effectivement. Complètement. Bon, Ouais. vous payez des charges, mais les charges servent à quelque chose. Ouais. Donc, je reviens sur ce début avec ce restaurant, notamment étoilé. Ouais. C'est tout de suite, de ce que je connais, du monde étoilé, c'est quand même beaucoup de pression. Alors pour le restaurant, bien sûr, mais c'est une sélection de produits vraiment fine, des choses comme ça. Ouais. Toi, ça t'a tout de suite mis sur un niveau d'exigence assez élevé. Assez élevé, en fait. Ouais. Ah oui, complètement. C'est fou, ça. Oui, c'est fou. Et en fait, ça m'a terriblement plu. Ok. Ouais, parce que là... Donc du coup, je suis sous Elan Créateur, je n'ai volontairement pas pris le statut agricole, parce que je voulais pas vivre de subventions ou être sous perfusion, en fait, ça m'intéressait pas. Donc, je crée mon activité, j'en suis maître, je dois de compte à personne. Et puis, et ça m'a beaucoup plu parce que je ne suis pas dans une activité où je dois produire à tout prix. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse là, c'est l'esthétisme du produit, son goût, le fait qu'il ait pris le temps, qu'il n'ait pas été gorgé d'eau pour le faire grossir ou de produits phytosanitaires. Enfin, voilà, ce sont des légumes qui prennent le temps de faire les choses et qui atteignent souvent pas les énormes formats qu'on peut rencontrer, mais qui ont du goût. Okay. Et c'est cette partie créative en fait me plaît terriblement. Ouais. Comment ça se passe une relation avec un chef, alors étoilé ou pas? Ouais. Parce que je crois que de ce que je comprends, tu livres quand même pas mal de restaurants. Oui. Les chefs doivent... Comment ça se passe? Parce que je m'imagine toujours que toi, tu amènes ta caisse de produits et que le chef accepte, refuse. Comment ça se passe? Eh ben non, en fait, je travaille avec des gens super. Enfin, vraiment, c'est hyper important pour moi, l'humain. C'est-à-dire que si la personne a la volonté de venir à la ferme, je dis, déjà, il y a un truc... Voilà, il y a une attention portée au produit, à là où il va être cultivé et à la personne qui le cultive. Donc ça, c'est hyper important. Il faut que le courant passe, il faut que je sente qu'il y ait des vraies valeurs humaines, en fait, et que mon produit qui porte ces valeurs va être travaillé derrière par des personnes qui les ont aussi. Ouais. Et en fait, je fais hyper attention à la manière dont je vais présenter mes produits. J'ajuste mes tarifs aussi en fonction de la qualité que je pense être. C'est-à-dire que je vais pas leur faire payer un produit sur lequel je doute au prix fort. En fait, ça c'est pas possible pour moi. Et du coup, non. Enfin, le vendredi, j'envoie une liste de tous les produits disponibles, soit en cueillette sauvage, soit en produits émanant de la main de l'homme en fait, puisque je fais aussi de la cueillette sauvage. Okay. Et puis en tout début de semaine, enfin le lundi ou le week-end, je reçois les commandes. Et puis si j'ai un doute sur un produit ou sur l'esthétisme d'un produit, en fait, j'envoie une photo. Je dis, est-ce que c'est OK, cette taille-là Est-ce qu'elle te convient ou est-ce que c'est trop gros et je m'arrête là et voilà. Enfin, il y a toujours un échange, en fait, entre lui et moi quand je livre. C'est hyper important. OK. Et tu as combien, alors peut-être pas de chiffre précis, mais combien de restaurants, enfin de structures que tu livres? J'en ai pas beaucoup. Okay. Là, je dois en avoir 4. Okay. Ouais, j'en ai 4. Ce qui représente un beau volume quand même. Oui, alors là on est dans la période creuse, donc du coup on cherche un petit peu ce qui pourrait être intéressant. Moi l'idée c'est de scruter tout le temps ce que la nature va offrir, c'est-à-dire que là le prochain mois les fleurs de
de pruniers mirobolants vont sortir. C'est une manière d'apporter des fleurs de saison, en fait, en décor de table. Je suis tout le temps en train de scruter ce que la nature va proposer. Et après, je propose au restaurant. Ouais. Et c'est eux qui adaptent... ils font sûrement de la cuisine de saison, donc adaptent leur menu à ce que tu peux proposer, ou du moins partiellement. Ouais. Et est-ce que tu as des commandes, des gens de dire « Ah, ce serait bien que tu fasses... toujours dans la saison, tel produit, moi j'aimerais bien. Ouais, j'aime bien en fait, quand on a atteint ce niveau d'intimité un petit peu, en fait j'aime bien les questionner. Là, la période creuse, donc novembre-décembre, c'est la période où on commande nos semis, nos plants, etc. Pour que derrière les personnes avec qui je travaille sur les plants émanant de pépinières en fait puissent se projeter. Et du coup on échange, où j'envoie un petit SMS. Est-ce que l'année prochaine il y a des produits que vous aimeriez bien avoir que vous ne trouvez pas et que je pourrais potentiellement proposer? Et du coup là, j'ai ma petite liste et il y a un travail de recherche en fait pour trouver le plan bio, etc. qui puisse intégrer la ferme à la prochaine saison. D'accord. Ça demande une projection de la part des chefs, des restaurateurs, et de ta part aussi assez folle, quoi. Faut voir presque sur 1 an à l'avance. Oui, de l'expérience qu'on a eue de la saison précédente, se dire ça a plutôt bien marché, ça pas du tout, j'y ai passé un temps fou, c'est pas possible. Et en fait, je suis tout le temps dans l'expérimentation. Je crois que j'aurais du mal à faire qu'un produit où j'ai besoin de trouver une graine, de tester, voir ce que ça donne, et puis ce que ça peut dégager comme goût ou physiquement, comment il va évoluer, ce qu'il va donner. Ok. C'est intéressant, parce que c'est vrai que, et tu vois, on se rapproche de la prise des décisions sans un peu le dire. Je pense que tu sens que j'oriente un peu vers ça, mais autant moi, sur ce podcast, je parle beaucoup de prise de décision, alors des fois très opérationnelle, c'est-à-dire faut prendre une décision pour demain, après-demain, des choses très très opérationnelles, ce que tu prends également sûrement régulièrement. Je parle souvent de stratégie ou c'est sur d'entreprise ou d'artisans qui vont se dire je vais entamer une œuvre qui va me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, pour c'est plus des stratégies d'entreprise également. Mais toi, j'ai l'impression que tu as vraiment un niveau de décision très opérationnel. Ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire dans ma semaine ? Mais tu as aussi la décision à ce que je vais appeler du moyen terme, c'est-à-dire, ok, pour mon année, comment je dois avancer ? Ouais, c'est ça. Et que cette construction de prise de décision se base, et tu me corriges si je me trompe, beaucoup sur l'expérience. Et également sur, je suppose, des échanges avec tes partenaires, potentiellement peut-être avec d'autres maraîchers, des choses comme ça, et que c'est, comme tu le dis, c'est vraiment de l'expérimentation. Ouais, c'est de l'expérimentation. C'est une autre manière d'aborder la production, en fait. Je vais avoir des choses qui vont bien fonctionner, d'autres pas du tout. Et mon objectif, c'est que tout ça s'équilibre, en fait, harmonieusement. Comment justement t'équilibres ? T'arrives plus ou moins à équilibrer. Tu fais ça, je sais que ça va être risqué, donc je vais faire quand même quelque chose d'assez certain derrière qui, je sais, va bien marcher. Ouais, c'est ça. Avec le peu d'expérience là, du coup, c'est de se dire ça marche très bien, les restaurants en ont besoin, j'y vais. Et puis sinon, je prends le risque d'acheter des semences que je connais, dont je connais pas la culture, et puis je me teste, et quoi qu'il en soit, ça m'apporte toujours quelque chose. Ok. Ouais. Je voudrais également revenir sur la partie coopérative que je n'avais pas du tout envisagée. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu ? Alors, j'ai bien compris que c'était une structure avec plusieurs entrepreneurs, et vous étiez sous un statut salarié. Je t'avoue que je ne connais pas du tout le mode de décision dans les coopérations. Je me doute un peu, mais comment ça se passe un peu la direction d'une coopérative ? Est-ce que chacun fait ce qu'il veut ? Est-ce qu'il y a des décisions prises en commun ?
Plonge-moi Ouais. un peu dans le monde de la coopérative. Alors, en fait, donc on est plusieurs entrepreneurs. Mhm. Beaucoup de services nous sont proposés, c'est-à-dire que quand on décide d'intégrer la coopérative, Mhm. au début, on est dans une phase un petit peu de test, c'est-à-dire que au bout de 3 ans, il me semble, il faut qu'on puisse démontrer qu'on est en capacité de générer un chiffre d'affaires minimal de 500 euros brut. Ok. Ouais. Enfin voilà, l'idée c'est de ne pas laisser les gens dans la précarité, d'être soutien et de lancer des activités pérennes. Donc voilà, au bout de 3 ans, si on arrive à générer ce petit chiffre d'affaires, en fait, on fait le choix soit de quitter la coopérative et de monter une structure traditionnelle de type SARL, ou, Mhm. voilà. Sinon, si le modèle nous convient, en fait, on postule pour être associé. Et du coup, Ok. c'est mon cas. Du coup, je suis associée au même titre que d'autres collègues à la coopérative. Vous êtes combien Oh là associés? là, Beaucoup. je croyais qu'on parlait pas chiffres, alors là, terriblement, je ne sais pas. Oui, un ordre d'idée, est-ce qu'on parle de 10 associés Non, Non, beaucoup on parle plus. beaucoup Ouais, plus. ouais, Ok. ouais. Ouais. Donc Non, non, un on gros est, volume. ouais, on est beaucoup plus que ça. Précisément, faudrait retourner sur les sites internet ou demander aux collègues, mais ouais, on est beaucoup plus. Et D'accord. ce qui est intéressant, en fait, c'est cet espace test, être accompagné, Hmm. avoir un conseiller Ouais. qui nous aide sur notre C'est- grille tarifaire. Ah oui, un vrai accompagnement. Ouais, il y a un vrai accompagnement. J'avais pas saisi cette Si, dimension. si, si. Ouais. Ok. Chaque entrepreneur est accompagné. On réalise des bilans plusieurs fois dans l'année. Ah. Et puis, on a à notre service, en fait, un logiciel commun qui nous permet de faire nos factures, nos devis, etc. Hmm. Et il gère voilà, toute la compta. Enfin, ça nous permet de nous concentrer vraiment sur le cœur de notre métier sans être pollué par des choses. Enfin, moi, je suis pas du tout papier, je suis pas chiffre non plus, on l'a vu. Et du coup, j'ai aucune mémoire des chiffres. Et c'est une manière de pouvoir envisager l'entrepreneuriat en se délestant d'une partie voilà, administrative qui est, D'accord. enfin, moi, n'était pas faite pour mon cerveau. Hmm. Bah, tant qu'on trouve son modèle, c'est l'essentiel, moi je trouve, j'ai envie de dire. Complètement, ouais, Donc en fait, en fait, il y a ce que moi je vais appeler des services support. Il y a c'est ça. tout un organisme qui vous Ouais, accompagne. ouais, D'accord, j'avais pas ouais. du tout saisi la dimension Et ces personnes-là sont aussi associées. aussi associée. Ouais, D'accord. ouais. Ok. D'accord. Et ça touche pas que tu me disais, ça touche pas que le milieu Pas du agricole. tout. Ça touche plein de Ouais, métiers ça différents. touche plein de métiers. Ok. Des Mais faut menuisiers, paysagistes, élagueurs, enfin vraiment il y ouais. a plein de métiers. Le tout dirigé par les valeurs. Ouais, Il faut de la partager coopérative. partager. Ouais, Ok. ouais. Coopérative, de l'ESS en fait. Ah, c'est un super modèle. Je connaissais Ouais. pas. Je t'avoue que je Oui, connais pas du tout. c'est un Donc super j'apprends plein modèle de qui est choses. pas si connu. Mais, C'est intéressant. ouais. Si aujourd'hui tu devais revenir un peu sur ton expérience professionnelle antérieure, mais aussi sur l'aspect maraîcher, ton métier actuel, quelle est l'erreur que tu as faite et tu te dis, ah là, j'aurais fait différemment, purement professionnel. C'est le but. Est-ce que il y a une erreur que tu te dirais, ah là, maintenant avec le recul, je ferais autrement. Ouais. Alors, une erreur peut-être. Alors, je sais pas si c'est une erreur. En fait, c'est cette capacité à. Enfin, on dit tout le temps, il faut contrôler ses émotions, il faut Mhm. gérer ses émotions. Et en fait, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais je pense que je fais partie de ces personnes hypersensibles qui font que y a des choses au sein de l'entreprise qui me déconvenaient fortement et qui étaient pour quelqu'un d'hypersensible difficile à absorber, à gérer en fait. Mhm. Et je pense que ça a pu me mettre... Enfin, ça m'a mise en difficulté de nombreuses fois. Ok. Ouais.
Et voilà, peut-être appréhender les choses différemment, prendre du recul. Enfin, Comment quelle décision tu prendrais aujourd'hui pour pas corriger cette erreur, parce que bon, c'est fait, mais pour mieux adapter, ou si tu étais dans la même situation aujourd'hui, euh, comment tu avancerais? Quelle décision tu prendrais? Si tu as une réponse. Ouais, si j'ai la réponse. Parce que j'entends bien le domaine sur lequel tu es allé et qu'il n'y a pas toujours des réponses. Ouais, ça Ou peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Bah oui, je dirais, en fait, tout est fluide avec les personnes qui fonctionnent, enfin, qui ont le même fonctionnement que moi. C'est plus compliqué pour, voilà, enfin, pour des personnes qui, comment dire, qui n'ont pas le même mode de fonctionnement. Ouais, qui n'ont pas le même mode de fonctionnement. Ouais. Pour moi, c'est hyper compliqué et en fait, c'est aussi pour ça, je pense que le fait de travailler seul, mais sans être seul, oui. me convient vraiment, en fait. Ouais, c'est. Mais le plus dur, en fait, c'est. C'est les relations humaines. Ouais. C'est matcher avec les bonnes personnes, travailler avec les bonnes personnes. On est d'accord. C'est non seulement compliqué, et c'est là où je vais. Et j'entends bien ta réponse et je vais la traduire. Et si je traduis mal tes propos, toujours tu me corriges, mais ce que pour moi tu veux dire en termes de. Ce que moi j'entends en termes de décision, c'est se dire ok, comment, quand ça ne fit pas avec une personne, comment je. Pas me sépare parce que c'est un grand mot de cette personne, mais comment je ne travaille pas avec elle ou je minimise les contacts, puis je privilégie de travailler avec les bonnes personnes. Complètement. Et ça c'est je crois que c'est un travail de tous les jours. C'est un vrai travail de tous les jours. Ouais. Et on va de découverte en découverte aussi. Hein. Il y a des gens. C'est sûr. Voilà qu'on découvre. Oui, puis. C'est des sujets humains très compliqués, ça. C'est vraiment la partie la plus compliquée. Okay. Et, je me dis, et pour moi, du coup, ce mode de fonctionnement, se préserver, etc. Et oui, travailler seul en partie. Je crois que l'équilibre, pour moi, en tous les cas, se trouve là. À l'inverse, je t'ai demandé ton plus grand échec. Quelle est la... Alors, je vais vraiment centrer là sur la partie... plutôt qu'expérience maraîcher, c'est plutôt volontairement. Quelle est la décision dont tu es la plus fière? Tu dis que ce soit on parle pas d'échec ou de réussite, là, c'est vraiment la décision de te dire, ok, dans mon expérience de professionnel de maraîchère, là, je suis content d'avoir fait ça. Et en fait, je suis contente d'avoir été jusqu'au bout de ce rêve. Presque. Enfin, presque, oui, d'avoir expérimenté jusqu'au bout. Comment dire, en mettant de côté tout ce qu'on peut vous dire en début de projet. Bon alors, ça y est, tu lances ton petit projet, et t'en es où et voilà, mais tu vivras jamais, enfin... Tu vivras jamais du maraîchage. Oui, effectivement, mais je l'ai abordé d'une manière différente. Et en fait, ça demande une gymnastique, une agilité qui est juste incroyable. Et ça, j'en suis contente. Ce que j'entends également, c'est que c'est fou comment les gens peuvent décourager, projeter leur peur au début. Vraiment. Sur des projets. Et pour le vivre actuellement, alors pas pour moi, pour le vivre actuellement, c'est fou, quoi. Ouais, c'est fou. C'est fou comment les gens se projettent et disent, t'es sûr que tu vas réussir. Comme on nous cloisonne, en fait. C'est vraiment ça. Reste dans ta case, c'est sécurisant, t'as un bon salaire, il tombe chaque fin de mois. Mais en gros, si t'es pas heureuse, pour les gens, c'est pas grave. Ouais. Mais en fait, quand on a goûté à cette liberté, ok, le salaire est pas formidable,
Mais cet emploi-là, en fait, je l'ai créé à mon image et à ce que je suis. Et enfin, ça n'a aucun prix. Ça n'a aucun prix. Tu as... c'est fou comme quoi je parlais de salaire parce que c'est le cas, mais le salaire peut paraître important, mais quand on le met en balance vis-à-vis à être le fait d'être heureux dans son métier, d'être accompli, des fois ça pèse. Alors ça pèse, je ne vais pas non plus faire l'idéaliste, oui, parce qu'à un moment il faut vivre, oui, mais ça pèse, des fois ça pèse beaucoup moins lourd qu'on ne le pense. Ouais, ça pèse beaucoup moins lourd qu'on le pense. Après, je suis pas toute seule, hein. Mon conjoint est là et c'est vrai que ça sécurise beaucoup. Toute seule, ce serait compliqué de vivre, hein. Mais voilà, il m'a permis de réaliser cet accomplissement et pour ça, il est juste incroyable et merci. Les projets souvent se construisent à plusieurs. Oui. Oui. Ouais, c'est ça, hein. On n'est jamais seul sur ces types de projets, ouais. C'est rare. Ouais. On arrive vers la fin de ce podcast et j'ai envie de te poser une question que je pose d'habitude pas trop aux invités. Comme c'est ta première expérience, tu as vécu une première expérience de podcast et merci pour ça, merci pour ton ouverture. Merci aussi. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose ? Waouh ! Si on a une, comme toujours. Si on a une. Est-ce que tes parents sont fiers de toi ? Tu vois, je vais avoir 45 ans. Ouais. Dire, ou tes enfants, tes parents, est-ce que tes parents, tes enfants, ton conjoint sont fiers de toi ? Bah oui. Ouais. Et voilà. Ouais. C'est la question que j'allais te poser, mais tu as répondu. C'est vrai. Ouais. 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 Et je pense que c'est le plus beau des sentiments. Je crois. Et Mélanie, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi aussi. Ce fut très enrichissant pour moi et j'espère pour les auditeurs également. Dernière question, mais tu vas voir, c'est la plus simple. Ouais. Si on veut te connaître tes produits, te contacter, comment on te trouve, que ce soit sur les internets, en physique, comment ? Dis-nous tout. J'ai un site internet un peu vitrine, hein. C'est juste... qui est papillon.com. Dès que je peux, j'ai un petit Instagram parce que forcément j'adore la créativité, donc écrire... c'est pas que j'aime les réseaux sociaux, c'est vraiment cette créativité que ça offre en fait, où je distille des petites choses sur les produits, les rencontres, mes chers restaurants, etc. Ok. Et puis... c'est à peu près tout. Et puis à travers les produits qu'on peut déguster dans les différents restaurants. Dans les différents trucs. Complètement. Bon, super. Ouais. Et toutes les informations seront en description en tout cas. Ok. Merci encore. Merci aussi. Et puis je te dis à très vite. À très vite.